Bonjour à tous. Salut! Aujourd'hui, on va parler d'un animal trop mimi. Peut-être l'animal qui est le plus ambivalent puisqu'il est détesté et aimé. C'est un animal qui est rempli de contradictions. On le trouve partout, en Europe, en Asie, en Amérique du Nord, en Afrique du Nord, en Australie. On va parler du renard. Alors pourquoi on a décidé de vous faire cette vidéo? C'est tout simplement parce qu'on a vécu un moment magique, peut-être le plus incroyable qu'on ait pu vivre avec la faune sauvage jusqu'à présent. Même si peut-être qu'il a été détrôné ces derniers temps, mais on vous en dit pas plus. Prochaine vidéo. On vous racontera ça. Je vous remets un peu de contexte. Vous le savez, on est en train de traverser le Canada d'est en ouest. Et quand on était dans la province de l'Ontario, on a décidé de s'arrêter dans une petite ville pour passer la nuit. Un petit parking en bord de lac, très sympa. Et on était en train de faire un jeu de société quand tout à coup on a aperçu un renard, puis deux, puis trois, puis quatre. Et en fait, on a pu observer une famille de renards devant son terrier pendant plus de 48 heures. On a compté au total 7 individus. Il y avait 4 petits et 3 adultes. C'était une famille de renards roux qu'on appelle en fait des renards croisés. Ça représente 20 à 40% de la population des renards roux du Canada. En effet, au Canada, il existe plusieurs espèces de renards, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le renard roux. Nous disions en intro que le renard est aimé et détesté, que c'est certainement car c'est un animal d'une adaptabilité légendaire. Vous le savez, le renard, il est considéré comme rusé. On a même une expression comme ça dans la langue française, rusé comme un renard. Il la prépare à de nombreux mythes et légendes. On connaît le roman de renard, mais on connaît surtout les fables de La Fontaine, donc qui viennent à la base des fables d'Ésope, qui ont été reprises, et qui est donc illustrée par la fameuse fable qu'on a tous appris à l'école, le corbeau et le renard. Alors pourquoi on dit que c'est un animal adaptable? C'est tout simplement parce que c'est un animal qui fait partie des animaux carnivores, mais en fait il n'est pas uniquement carnivore, il est omnivore. Il se débrouille pour pouvoir manger un peu tout ce qu'il trouve, et c'est entre autres ce qui fait sa force. Le renard, on le trouve un peu partout, dans tout type d'habitat, en montagne, en forêt, en bord de mer, en prairie et même en ville. On a par exemple la ville de Zurich en Suisse qui a recensé combien? 1300. 1300 renards dans la zone urbaine de Zurich. Également, on a en 2020 un journal qui nous a partagé une news un petit peu intéressante, une news insolite, et c'était l'histoire de ce renard, le renard dingo de chaussures. Alors, ce renard, pourquoi est-ce qu'il collectionnait comme ça les chaussures des Berlinois, parce que ça se passait à Berlin? Mais on n'en sait rien. Il était peut-être un petit peu fétichiste des pieds. Franchement, aucune idée de qu'est-ce qui lui est passé par la tête. En tout cas, vous remarquez que les Allemands aiment bien les Crocs. Ça, c'est clair. Donc, il y a plusieurs explications à pourquoi est-ce que le renard il se retrouve en ville. Je pourrais en fait vous en parler vraiment dans une vidéo, ça va nous prendre 3 heures si on commence à rentrer dans les détails de pourquoi est-ce que les animaux ils fuient le monde rural pour rentrer dans les villes. Je vais donner simplement 2 explications majeures. La première, c'est la pollution des sols. La seconde, c'est la destruction de leur habitat. En ville, le renard, il peut être vachement utile aussi. Il peut être vachement utile puisqu'il est de plus en plus utilisé pour réguler par exemple les lapins. Les lapins qui peuvent être un problème dans les aéroports. Arte a fait un super documentaire, je vous le mets aussi dans la description, les animaux de l'aéroport. Il est vraiment génial, allez le regarder, on a une POV renard, c'est exceptionnel. Il peut être aussi vachement utile pour les rats. La ville du Havre en a fait une image super positive puisque effectivement ils expliquent que le renard peut être utile pour les rats mais également pour la maladie de Lyme. C'est pareil d'ailleurs dans le monde rural, c'est pas que dans les villes. Dans le monde rural il est extrêmement utile aussi pour justement cette maladie là. Je vous mets pareil une source dans la description. Et d'ailleurs en France il est vu comme un nuisible, on y reviendra. Et c'est pas le cas au Canada. Au Canada, le renard, il n'est pas du tout vu comme un nuisible, il est vu comme étant un allié des agriculteurs
puisque eh bien, il va réguler les populations de rongeurs qui détruisent les cultures, et qu'il permet aussi de réguler cette maladie, la maladie de Lyme, qui est aussi présente sur le continent nord-américain. Rapido pour terminer sur cette histoire de renard en ville, parce que je trouve ça relativement intéressant. On a un article que je vous mets également dans la description qui montre que le renard pourrait être en train d'évoluer depuis que le renard se retrouve de plus en plus en ville. Je ne rentre pas dans les détails, on prend ça avec des pincettes, on prend ça au conditionnel, mais en gros, un petit peu comme le loup s'est transformé au fur et à mesure de l'évolution en chien, le renard pourrait être en train de vivre ça, puisqu'on a pu comparer la boîte crânienne des renards qui vivent en ville qui s'est rétrécie, de la même manière que la boîte crânienne s'est rétrécie au fur et à mesure que le loup s'est transformé en chien. N'hésitez pas à aller checker ça dans la description, franchement c'est intéressant. En termes de morphologie, le renard il est souvent un peu plus petit que le chien, mais beaucoup plus léger. Il a une masse osseuse qui est beaucoup plus faible. En comparaison, un chien de la même taille sera beaucoup plus lourd. Sa taille peut varier énormément en fonction du spécimen, de l'âge et du sexe, mais aussi de la zone géographique. Par exemple, les renards roux canadiens vont être souvent plus petits que les renards européens. Et pour rester en Europe, les renards roux des îles britanniques, eux, vont être un peu plus trapus. Et en ce qui concerne la queue, elle est fondamentale pour le renard. Elle représente 70% de la taille de son corps. Il s'en sert de balancier dans la vie de tous les jours, mais il s'en sert également de couverture en hiver. Concernant son pelage, il est très souvent roux avec un peu de blanc sur le museau et sur la bavette. La bavette, c'est le torse. Son pelage peut varier en fonction des zones géographiques. Par exemple, en Amérique, il y a le renard charbonnier et le renard argenté. Et nous, les renards qu'on a pu observer, c'est donc des renards croisés. Et vous voyez bien qu'ils ont un pelage très différent du renard roux. Et dans la portée là, des 4 nardos, on voit bien qu'il y en a 3 qui sont très foncé et un qui lui est pur roux. Donc c'est les effets de la génétique. Ça l'illustre parfaitement. Ouais. Ça illustre parfaitement les effets de la génétique. D'ailleurs, en parlant de poils, ce qu'il faut savoir, c'est que la mue du renard, elle a lieu tout au long de l'année. Il a quand même beaucoup plus de poils en hiver qu'en été, c'est quand ils sont tout touffus, là, ils sont trop mimi comme ça, puisque effectivement les poils, ça lui tient chaud, puisque le renard, il n'hiberne pas. Le renard, il chasse tout au long de l'année. On a déjà un petit peu parlé de ce qu'il mange, et là vous pouvez vous dire effectivement c'est difficile de chasser sous la neige, surtout que là on vous parle de renard du Canada, donc vous imaginez la couche épaisse de neige qu'il y a. Le renard, c'est un canidé exceptionnel, il a une ouïe et un odorat incroyable, ce qui lui permet en fait de repérer ses proies directement sous la neige. Donc ses proies, on a dit, c'est des petits mustélidés, donc mulots et autres, et il a une technique de chasse, c'est la technique du mulottage. D'ailleurs, on a appris assez récemment qu'en hiver, quand il y a de la neige, il faut éviter de sortir des sentiers, parce qu'en sortant des sentiers, on va aller tasser de la neige qui va fondre et puis qui va regeler. Ça va créer des espèces de barrières dans la neige qui va empêcher les mulots de circuler au milieu des champs, et donc ça peut affecter de manière importante la chaîne alimentaire. En tout cas, donc vous avez vu effectivement que les bébés, eh bien, ils apprennent, nous on a eu la chance d'assister à ça avec Tom, et donc les bébés, ils apprennent beaucoup par le jeu, donc ils apprennent la technique du mulottage, mais pas que. Nous, on pense que les bébés qu'on a observés, ils avaient à peu près 1 mois, parce que on a clairement vu la maman renard apprendre à jouer avec les proies. On a pu l'observer aussi apprendre à ses petits à faire la technique du mulottage. Donc c'était assez chouette de voir ça, trop cool. C'était dans l'herbe. Et on l'a vu à l'été aussi également, donc ce qui fait qu'ils sont un petit peu dans cet entre-deux là, donc c'est sûr qu'ils n'ont pas beaucoup plus que 1 mois, vu que ils commencent à peine à sortir du terrier, et que vu qu'elle les allaite, elle est vraiment dans cet entre-deux, entre la nourriture solide et la nourriture liquide. Et on les a vus également vraiment jouer avec une proie que leur mère leur avait amenée. C'était une espèce de gros mulot, hein. Pour moi ça faisait cette taille à peu près, c'était vraiment un gros mulot, et on voyait les petits qu'il avait dans la gueule, qui le jetaient en l'air, qui allaient l'attraper, qui essayaient de le cacher, qui se le passaient, et c'était vraiment... c'est américain. Ouais, c'est vrai, c'est ça.
Ce n'est du foot américain, ouais. Et donc effectivement, oui, c'est par le jeu que les petits se familiarisent avec la chasse et surtout avec les proies. Ici, en fait, c'est pas pour rien qu'ils jettent ce mustélidé en l'air, c'est pas simplement du foot américain, c'est surtout pour apprendre à reconnaître l'odeur du petit gibier, apprendre à comment le manger aussi, enfin voilà, toutes ces choses-là, c'est important. Et ce qui va se passer après pour la suite pour ces petits, c'est que vers l'âge de 3 mois, ils sont habituellement capables de se nourrir tout seuls et c'est à ce moment-là qu'ils vont quitter le terrier et qu'ils vont aller se disperser à droite, à gauche. En ce qui concerne son habitat, le renard il va trouver un terrier. Pourquoi je dis trouver? Parce que c'est assez rare qu'un renard fasse son propre terrier. Donc il va utiliser son environnement. Alors ça peut être soit via des constructions humaines. Tout à fait, comme dans le documentaire Arte dont je vous parlais tout à l'heure sur les aéroports, et bien dans le même, on voit qu'il utilise des constructions humaines, où nous aussi, notre observation a été une construction humaine. Hein. C'était clairement un trou qui a été fait, un trou de tuyau pour faire passer l'eau que les renards ont utilisé pour faire leur terrier. Et puis en dehors des constructions humaines, ce qu'ils vont souvent faire, c'est trouver des terriers d'autres animaux, comme par exemple des terriers de lapins, ou encore mieux, les bâtisseurs de nos forêts, les terriers de blaireaux, qui eux sont souvent très grands, très bien confectionnés. Regardez, on vous montre une vidéo où on voit bien un renard qui vient renifler devant un terrier de blaireaux, puisqu'on avait posé la caméra pour observer les blaireaux parce que le terrier était habité. Et donc on voit bien que ce renard, il est très intéressé par ce terrier. Ce qu'il faut savoir, c'est que les renards, ils peuvent également cohabiter avec les autres animaux. Donc, on vous parlait tout à l'heure des lapins. Vous allez dire comment est-ce qu'un renard il peut cohabiter avec un lapin, puisque bon là, on est clairement dans prédateur-prédaté, quoi. Mais en fait, le renard, il chasse jamais proche de son terrier, et donc, en réalité, il peut très bien cohabiter dans un terrier de lapin avec un lapin qui y vit, même si ça se passe pas tous les 4 matins. Hein. Pour terminer avec les terriers de blaireaux, Il adore les blaireaux. pour terminer avec les terriers de renard, on en distingue 3 types de terriers différents. Le premier, ça va être le terrier refuge, qui va utiliser uniquement en cas d'urgence, en cas de besoin, pour se protéger. Ensuite, il y a le terrier qui va utiliser pour la mise bas, celui-là beaucoup plus éloigné des zones où il pourrait être dérangé. Et enfin, il y aura le terrier où il va éduquer ses enfants pendant les quelques mois qu'ils vont passer avec eux. On aimerait juste donc du coup terminer avec Tom sur les renards en vous parlant de sa vie de famille, puisqu'on trouve ça intéressant, d'autant plus que nous, l'observation qu'on a faite, c'est une observation quelque peu particulière, puisqu'on a vu, on vous le rappelle, 3 adultes. On pense normalement que le renard, qui est un animal territorial et solitaire, là en l'occurrence, il n'était pas solitaire. Le renard, c'est juste hein, qu'il soit perçu de cette manière-là, mais c'est pas tout le temps vrai, puisque en fait, il vivrait parfois en couple, s'il y a une abondance de nourriture, mais parfois, ils vivraient en clan en fait. Et à ce moment-là, s'ils vivent en clan, c'est dans des moments d'extrême tranquillité, donc il ne faut pas qu'ils soient chassés, il ne faut pas qu'ils soient embêtés, et des moments d'extrême abondance de nourriture aussi. J'ai pu lire, mais j'ai qu'une seule source, qu'on a pu voir des clans allant jusqu'à 7 adultes. Et à ce moment-là, en fait, ce qui va se mettre en place, c'est une structure hiérarchique au sein de ce clan, avec un couple dominant, et très souvent des femelles qui sont des femelles subordonnées, qui vont s'occuper des petits, qui vont ramener la nourriture pour les petits, même si le renard chasse toujours tout seul, hein, mais elles partent chasser et elles ramènent donc la nourriture pour les petits du couple dominant. Et
Et très souvent, ces femelles subordonnées, ça peut être aussi les femelles de la portée de l'année précédente qui sont restées dans le terrier en fait et qui s'occuperaient de leurs petits frères et leurs petites sœurs. Donc vraiment super chouette de savoir ça du renard qui, on vous le disait en début, en introduction, qui est en fait un animal qui a beaucoup de clichés dont on ne sait pas grand chose. Donc nous, en faisant cette vidéo, on a appris beaucoup de choses. On a appris effectivement qu'il pouvait ne pas être tout le temps solitaire. Donc ça, on l'a appris aussi par l'observation. Mais aussi donc que c'est un animal territorial, ça on le savait, qui est considéré comme nocturne la plupart du temps. Et en fait, c'est toujours pareil, il n'est pas vraiment nocturne le renard. C'est-à-dire que s'il n'est pas dérangé, ben, c'est un animal qui peut avoir des comportements diurnes. D'ailleurs, info intéressante, la femelle renarde va mettre au monde une quantité de renardeaux qui dépendra de l'abondance de nourriture présente sur son territoire. Donc, plus il y a de nourriture, plus il y aura de bébés. Moins il y a de nourriture, moins la renarde va mettre au monde de petits. Enfin, on va conclure avec deux petits points qui ne sont pas des plus joyeux. C'est clair. Depuis le début de la vidéo, on vous a partagé tout un tas de photos et de vidéos de ce clan de renards. Parmi les renardeaux, il y avait ce petit renard tout roux. Malheureusement, ce renardeau est décédé. Il s'est fait écraser puisque la route elle était juste à côté. Il s'est fait écraser. On a pu vérifier l'information par une tache toute rouge sur la route. Voilà, vous vous en doutez, c'est quelque chose qui nous a beaucoup touché parce qu'on a passé 48 heures avec eux et que c'est super dur de voir ça. Par contre, ce qui était très intéressant, c'était de voir la réaction de la famille vis-à-vis de ça. Nous, ce qu'on a pu voir, c'est que la renarde, elle est revenue, elle est allée le chercher sur la route et elle l'a amené, on a senti la panique dans sa manière de courir et elle a ramené le petit à l'intérieur du terrier. Ce qu'on a vu, c'est clairement qu'il s'était passé quelque chose, qu'elle avait compris qu'il s'était passé quelque chose. Et, ouais, elle était extrêmement paniquée, hein. Franchement, c'était absolument incroyable à voir la panique dans les yeux du renard. Et en faisant en fait cette vidéo, on s'est aussi attardé un petit peu sur, on s'est posé la question du coup, bah, comment ça se fait qu'elle a fait ça, comment ça se fait qu'elle est allée récupérer son petit mort sur la route et qu'elle l'a ramené au terrier. Et en fait, on a élargi un petit peu ce propos, on s'est posé la question de comment est-ce que les renards ils perçoivent la mort. Et bien pas d'informations, on a beaucoup d'informations sur comment est-ce que on tue des renards, mais on n'a pas d'informations sur comment est-ce que les renards, eux, ils vivent la mort. Et en fait, en élargissant, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas beaucoup d'informations tout court sur la sensibilité des animaux, sur la manière dont les animaux ils perçoivent la mort, mais au-delà de ça, comment est-ce qu'ils perçoivent le monde qui les entoure, comment est-ce qu'ils perçoivent les émotions, comment est-ce qu'ils les réceptionnent. Ça commence à venir un petit peu de plus en plus. Il y a un documentaire, encore une fois sur Arte, merci Arte, vous êtes des génies, qui traite de la mort chez les éléphants, la manière dont ils repassent en fait d'année en année sur les carcasses, il y a limite un enterrement, enfin vraiment c'est très très beau, je vous conseille d'aller voir ça, je vous mets ça dans la description aussi. Et c'est très intéressant en fait à voir et à comprendre. On a encore tout un monde devant nous à découvrir, ce qui est ultra positif. On va compenser cette nouvelle triste de la mort de ce petit par quelque chose de positif, qui est que ouais, notre monde, alors on connaît les moindres recoins, mais on a encore tellement de choses à découvrir et ça c'est merveilleux, franchement c'est incroyable. On avait un deuxième point en conclusion et on va le faire assez rapidement, c'est la catégorisation en nuisible du renard. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous renvoie en réalité vers des vidéos de l'ASPAS, encore une fois. L'ASPAS qui ont fait une super vidéo, je vous le mets en tout début de la description, comme ça vous l'avez, allez la voir. Elle vous parle de comment est-ce qu'en France, légalement, les animaux peuvent être classés en nuisibles. Donc on a ce qu'on appelle le classement ESOD. Allez voir ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, il explique bien mieux que moi, je pourrais le faire. Donc n'hésitez pas. Pour en finir là-dessus, pourquoi est-ce que les renards ils sont catégorisés comme nuisibles? Eh bien c'est par rapport aux maladies, la rage notamment. Depuis des décennies, il n'y a pas eu de cas de rage chez le renard en France, ni en Europe de l'Ouest d'ailleurs. Donc voilà pour la rage, il y a une deuxième maladie qui buzz un petit peu en ce moment, c'est l'échinococose. Joli nom. L'échinococose. Joli nom pour parler d'une maladie qui est, ma foi, extrêmement compliquée, c'est vrai, il faut le dire.
L'échinococose, c'est en fait, pour vous la faire grosso modo, une maladie qui se transmet à l'homme si celui-ci va ingérer accidentellement des œufs de vers minuscules qui sont pondus dans le foie de l'animal contaminé. En réalité, la majeure partie des cas de contamination liés à cette maladie sont plutôt liés aux chiens et aux chats, puisque ce sont eux en fait qui sont les principaux facteurs de contamination de cette maladie. En ce qui concerne les animaux sauvages, ça va pas du tout être lié spécifiquement au renard, mais plus à des excréments qui pourraient contaminer des fruits ou des plantes que l'on pourrait ramasser dans la nature. Donc ma foi, ne ramassez pas quand c'est au sol, hein, toujours un petit peu en hauteur. Et surtout, lavez vos fruits et vos légumes et vous n'aurez pas de problème. Voilà, on a terminé de vous parler du renard. On espère que la vidéo vous a plu et puis surtout que les images qu'on vous partage vous plaisent. On vous souhaite à tous de pouvoir vivre un moment comme ça, sans dérangement. C'était un moment un peu de partage avec ces renards et c'était assez ouf. Ouais, on a eu l'impression de faire partie de la famille en fait, Ouais. l'espace d'un instant. Et on vous remercie, on vous dit à mardi prochain. Bye bye! Ciao!